Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un véritable levier de performance pour votre marque, vos produits, votre point de vente ? Ici, je vous propose de répondre à toutes ces questions à travers un espace de partage et d'apprentissage où mon expertise et celle de mes invités viennent enrichir votre pratique quotidienne. Je suis Adrien Bernard, ancien directeur merchandising et fondateur d'AB Merchandising. Ensemble, nous allons décrypter les tendances, stratégies et les outils qui permettent de créer des linéaires performants et des expériences clients réussies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et surtout, retrouvons-nous sur LinkedIn et Instagram pour continuer ces discussions. Aurélien, merci d'avoir accepté en tout cas cette invitation et puis je suis ravi de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Avant d'en savoir un peu plus sur toi, que tu nous partages ton parcours et surtout la très belle entreprise pour laquelle tu travailles, j'aime bien, enfin, tu vois, j'ai un peu une question un peu typique. La dernière fois que tu étais en magasin, voilà, quel que soit ton achat, est-ce que, voilà, en tout cas, quel magasin t'a laissé une très forte impression ou une expérience d'achat très marquante? Écoute, j'ai réfléchi à cette question. Je me suis dit: «Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué ces derniers temps?» Et en fait, j'aime beaucoup, les Galeries Lafayette et comment, elles communiquent et elles mettent en place, leur politique RSE et surtout le côté, Restore. Ils ont un endroit maintenant, qui s'appelle Restore dans leur magasin, sur le boulevard Haussmann, qui est une déclinaison de leur, branding Go for Good, avec une proposition de vêtements de seconde main, alors avec des prix plutôt sympas, et qui explicite un peu leurs engagements. Et j'avoue que j'ai trouvé des pièces plutôt sympas, que je me serais jamais permis d'aller voir dans des grandes marques, et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et j'aime aussi leur démarche de dire ok, on fait de la fashion, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on propose des actions et on y croit et on fait du mieux qu'on peut. Et ça, c'est une valeur qui me parle. Je trouve ça vraiment hyper intéressant comme engagement. Ok, super. Bon, en tout cas, pour notre épisode, je suis ravi parce que de revenir en tout cas sur une thématique, puisqu'on va parler, on va dire parcours d'achat, parcours client, merchandising forcément, Évidemment. et puis surtout expérience client. Je pense que j'en ai un peu, peut-être pas assez dit, mais peut-être même trop. Je te propose du coup de te présenter, comme ça tu vas nous expliquer ton parcours et puis surtout l'entreprise pour laquelle tu travailles, nos auditeurs puissent découvrir tout ça. Puis après j'ai plein de questions. Voilà. Super. Bah, écoute, encore une fois, je suis vraiment ravi de partager ce podcast avec toi. Donc, je suis Aurélien Fabiano Vidal. Je suis un expert du retail maintenant depuis plus de 15 ans. Je suis passionné par la création de concepts de magasins avec cette forte valeur d'expérience. J'évolue dans des environnements retail et assez exigeants comme Nespresso, puisque je travaille pour Nespresso, où je pilote des projets de transformation retail qui mêlent voilà, l'innovation, la performance et la synergie omnicanal. J'ai un cursus d'architecture d'intérieur. J'ai travaillé dans Ouais. une agence d'archi en arrivant sur Paris, voilà, il y a plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant. Et je me suis assez vite retrouvé dans le retail. Je suis un peu sorti de l'architecture d'intérieur pour arriver dans le retail. Et je suis arrivé chez Nespresso en 2010 en tant que spécialiste café. C'est comme ça qu'ils nomment leur conseiller clientèle. Et j'étais donc en charge du merch de la boutique. J'ai travaillé dans la plus grande boutique à l'époque parisienne, qui était la boutique d'Opéra. Et j'ai évolué assez vite sur le poste de manager adjoint pendant 6 ans sur Opéra et puis dans le 16e arrondissement, dans la boutique de Passy. Et puis en 2018, je suis rentré au siège dans l'équipe Retail Excellence pour conduire des projets d'amélioration continue, toujours pour les boutiques, toujours un pied dans le retail. Et depuis 2020, donc, je suis en charge des projets de développement du réseau boutique. Merci pour la présentation. Comme je le disais dans l'intro, on va parler merchandising, expérience client et parcours client, notamment Ouais. à travers Nespresso. Donc pour l'épisode, en tout cas, j'ai proposé 3 parties. Donc la première, ton parcours, et on va continuer à échanger dessus. Une deuxième, plutôt vision merch et opérationnelle, et puis surtout terrain. Et puis voilà, pour terminer l'épisode,
On va aller peut-être un peu plus loin sur voilà, de la veille, que Mmh, tu puisses aussi nous partager des inspirations, voire des conseils. J'en profite avec aussi plaisir. pour malheureusement décevoir mes auditeurs. Il n'y aura pas Georges Clooney dans cet épisode. Je pense qu'on te fait la blague à chaque fois, j'imagine. Je suis... Absolument, Ah, absolument. Je ne désolé. l'ai jamais rencontré, je dois dire. Bon voilà. Du coup, pourquoi le merchandising et pourquoi le retail? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait craquer au final? Écoute, quand je travaillais dans l'agence d'architecture, je travaillais, surtout pour des particuliers, pour faire des appartements et j'ai travaillé une fois un projet, retail, heu, assez simple, enfin retail, c'était un salon de coiffure, mais bon, il y avait cette notion de vente et de service que j'ai Du trouvé commerce, ouais. hyper intéressante. Et il se trouve qu'en fait, on avait une machine Nespresso dans l'agence d'architecture et une fois, l'architecte avec qui je travaillais m'a demandé d'aller, porter les capsules à recycler dans la boutique de mon choix, parce que je connaissais pas forcément et je suis rentré dans la boutique Nespresso d'Opéra et j'ai fait: «Waouh!» C'est incroyable, des mises en scène de dingue, un merchandising incroyable autour du café, autour des machines et puis, ce côté starification de cet objet de consommation, hein, de la capsule, que je trouvais absolument incroyable, avec, vraiment, des histoires, des univers, et je me suis dit: «Ah, ça me plaît» et du coup, j'ai tenté l'expérience Nespresso et donc j'ai été, embauché, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme spécialiste café dans la boutique d'Opéra et tout de suite, j'ai intégré l'équipe merch, à l'époque et ce qui était hyper intéressant, donc on se parle de 2010-2011, on avait 1000 choses à dire, sur le café, sur les éditions limitées, sur les caféiculteurs, sur les engagements. Je te parlais du recyclage, donc de la circularité et surtout ce qui m'a assez étonné, parce que je ne connaissais pas du tout Nespresso, c'était, tous ces noms incroyables, ces collaborations qu'on pouvait avoir et je me souviens, moi qui viens de l'architecture et du monde de l'art, bah, voilà, la première chose que j'ai vue, c'est André Poutman, cette grande dame qui avait signé une collection de tasses à l'époque pour Nespresso. On avait des éditions limitées avec des chefs, Mauro Calo Greco à l'époque, et puis là, plus récemment, des collaborations avec Jean Imbert, Maurice Sacco. Enfin voilà, tout ça pour te dire que c'était vraiment cette espèce de melting pot, qui nous donne énormément d'histoires à raconter. Et aujourd'hui, ce qui me plaît dans mon travail, c'est comment créer ces environnements, ces boutiques, de façon durable, qu'elles soient inspirantes, qu'elles laissent une empreinte émotionnelle, et pour nos collaborateurs et pour nos clients. Parce qu'il y a toujours cette notion de miroir, des attentions. Et à travers le développement du réseau boutique, aujourd'hui, je travaille vraiment à mettre à disposition des équipes des boutiques qui sont propices à partager ces histoires passionnantes, ces expertises qu'on a autour du café et ce métier de torréfacteur qu'on peut avoir. Et concrètement, tes actions, l'émission de ton métier, ça consiste en quoi exactement? Aujourd'hui, dans mon métier de chef de projet retail, j'ai 2 scopes. Il y a 20 de ma mission qui consiste à gérer, enfin, ce que je faisais, comme j'ai pu te le dire, de la retail excellence, donc de l'amélioration continue, optimiser le parcours client, travailler, des sujets hyper précis, pour les collaborateurs et les clients tels que, le service SAV en boutique, l'amélioration du parcours client. Ça va jusqu'au détail, hein, optimiser la taille des shopping bags, donc c'est vraiment hyper précis. Et puis 80% de ma mission aujourd'hui, c'est tourner vers le développement du réseau boutique. Donc je suis vraiment en charge de gérer les projets de rénovation, de relocalisation, d'ouverture du réseau boutique, tel que c'est travaillé par le store planning et la direction retail, qui sont mes N+1 et N+2 Mmh. respectivement. Aujourd'hui, le réseau Nespresso, il est composé de combien de boutiques? Nous avons 50 boutiques, on a 35 boutiques en propre et 15 boutiques en affiliation. D'accord. Ah, je savais pas qu'il y avait de l'affiliation. Ouais, dans les gares, les aéroports et puis des Ah oui, villes, OK. secondaires, on va dire. Mmh. Et du coup, alors dans le cadre de projets d'ouverture, de rénovation et de remodeling, qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi? Qu'est-ce qui est le plus complexe? Écoute, je dirais pas forcément complexe, mais en tout cas, dans le cadre d'un projet de développement, donc de rénovation ou de relocalisation, par exemple, chaque étape a une vibration particulière et je dirais qu'elles sont critiques, ces étapes.
quand je prends l'étude d'un projet, on va aller travailler je vais aller en tant que chef de projet travailler avec les opérationnels terrain, donc le responsable de boutique, les responsables régionales. Je vais aller travailler sur la carte d'identité de la boutique. Je vais étudier la boutique sous toutes ses coutures, son business, ses clients, l'environnement, ses spécificités, notamment si on est dans un centre-ville, dans un centre commercial, pour aller construire après et imaginer avec le retail marketing et les travaux le bon parcours client pour délivrer la bonne expérience client au plus juste. C'est vraiment de la haute couture et délivrer forcément le business attendu. Donc ça, c'est passionnant et c'est critique évidemment pour le projet, puisqu'après, une fois que cette phase-là du projet est faite, dans la phase vraiment projet, je me positionne comme un chef d'orchestre et je mets en musique tous les départements support, la RH, la formation, la supply, la finance, le marketing, de façon transverse pour construire, encore une fois, une boutique efficiente, confortable, plaisante pour les collaborateurs, pour les clients. Et puis après, je dirais quelque chose d'encore. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je dis c'est important et c'est encore plus important et c'est encore plus important. Mais tout est important. Après, C'est tout est ça. important. L'hypercare, la post-ouverture. Une fois que la boutique est ouverte, ce qui est hyper important et critique, c'est d'être sur le terrain et d'être sur place, de vivre l'ouverture, de vivre le moment présent avec les équipes, de les écouter eux, d'être attentif au feedback des clients, de regarder les flux et la vie du parcours client, parce que évidemment, il y a tout ce qu'on peut théoriser dans nos plans et dans notre concept, mais après, une fois que ça vit sur le terrain en vrai, noter ce qui fonctionne, remonter parfois aux équipes support ce qui peut être optimisé, ou les questions qui sont encore en suspens. On va se le dire, hein, il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais du coup, De voir ce qui se j'ai passe. plein de questions. Un projet d'ouverture de boutique Nespresso, tu le fais, enfin du moins tu le pilotes, ça dure combien de temps la phase travaux et implantation? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est quand tu vois des correctifs, voilà, donc il y a l'ouverture et la post-ouverture, vous identifiez, voilà, on s'est planté dans le sens de circulation ou je ne sais quoi. Est-ce que vous arrivez à le corriger très très vite ou finalement ça rentre dans un process un peu plus un peu plus long? Écoute, sur la partie travaux et implantation, donc travaux, généralement, on a, ça dépend forcément de la taille de la boutique, hein. Une boutique de 100 mètres Ouais. carrés, une boutique de 300 mètres carrés, une boutique de 80 mètres carrés, ça, le temps sera différent. Donc, je ne peux pas te donner un chiffre précis en te disant c'est tant de semaines. En tout cas, voilà, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Après, sur l'implantation, on garde toujours une semaine avant l'ouverture de la boutique pour que les équipes se relient au fur et à mesure. Donc, l'IT pour installer le matériel informatique, le retail marketing pour faire les implantations merch, etc. Évidemment, tout est travaillé en amont, mais après, voilà, ils ont une semaine pour vraiment tout mettre en place sur le terrain avec les équipes. Et puis, quand on remarque quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui peut être optimisé, généralement, on a cette phase d'hypercare dont je parlais tout à l'heure. On a deux choses. On a vraiment l'hypercare à chaud, donc la bobologie, hein, ce qu'on peut venir soigner tout de suite, très rapidement. Et puis après, on a vraiment les retours d'expérience sur du plus long terme où parfois on va aller aussi porter des optimisations de parcours, de concepts. Et là, ça prend un peu plus de temps. Et puis c'est surtout en collaboration avec le siège international. Donc voilà, il y a vraiment ces deux temps-là. Donc tout ce qui est vraiment travaux, je serais presque tenté de te dire, le pansement qu'on peut aller mettre tout de suite, on va le faire très rapidement et généralement dans le mois qui suit l'ouverture, on aura fait toutes les corrections. Après, pour les optimisations plus longues, forcément, c'est Ouais, c'est des un peu échanges plus, avec le siège. t'es sur des temps un peu plus longs, ouais. Ok. Si on rentre un peu plus dans la vision opérationnelle, la vision de terrain, le sujet de l'omnicanalité, c'est forcément très important pour un grand nombre d'enseignes. Chez vous, comment ça se traduit? Est-ce que ça fait vraiment partie intégrante de la stratégie? J'imagine que oui, depuis même très longtemps, mais je voulais avoir ton avis dessus. Écoute, l'omnicanalité, c'est vrai qu'on met un nom dessus depuis peu de temps, hein. Enfin, ça fait quelques années maintenant, mais finalement, c'est assez récent. Et j'ai découvert l'omnicanalité dès mon entrée chez Nespresso en 2010. Ça peut paraître dingue, alors il n'y avait pas forcément ce mot collé sur la vision, mais pour autant, Nespresso, avant d'ouvrir ses premières boutiques
rue Prony dans le 17e arrondissement. À l'époque, c'était un hôtel particulier, imagine-toi. Et puis rue Scribe, petite boutique dans le 9e arrondissement avant Opéra. C'était avant les années 2000, tout ça, donc tu vois, ça remonte à loin. En fait, Nespresso vendait exclusivement à distance par téléphone. Donc en fait, on a eu notre retail, l'installation de notre retail après le téléphone. Donc naturellement, on avait déjà plusieurs canaux de vente dès que les boutiques sont arrivées. Et on a proposé quelque chose de précurseur, puisque dès 2010, on proposait ce service-là en boutique. On avait le Nespresso Boutique Pick-up, ce qui correspond aujourd'hui au click and collect. Donc en fait, les gens pouvaient commander par téléphone et venir chercher leur commande sous 1 à 2 heures dans n'importe quelle boutique. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Et aujourd'hui, pour aller plus loin, évidemment, avec l'évolution des outils et de l'Internet et des applications et des mobiles, aujourd'hui, on va proposer du store to web. Donc, je peux commander en boutique, payer et recevoir chez moi ou dans mon lieu de villégiature. Ça, c'est plutôt intéressant. On va avoir aussi nombre de PLV dans nos boutiques qui vont contenir des QR codes pour envoyer vers des pages Internet précises, soit de commandes, soit d'informations. Et aujourd'hui, dans notre nouveau concept qu'on a ouvert à Nice et à Paris 2 en fin d'année dernière, on a même intégré ça en fait dans notre mobilier où on a des petites plaques gravées avec des QR codes qui renvoient vers le club Nespresso et ça permet d'engager la discussion avec nos spécialistes café et même d'ailleurs au bar, puisque tout commence par un café quand on rentre dans la boutique Nespresso. Au bar, on a même développé, le retail marketing a développé ce qu'on appelle ce sont des sous-tasses comme des bocs, des sous-tasses faites en matériaux recyclés, notamment avec des capsules en aluminium recyclé. Donc il y a des petits bouts de capsules à l'intérieur et puis du Simonto, qui est déjà un matériau composite de recyclage. Et en fait, chaque boc, il y a une collection de bocs avec des QR codes et des messages sur nos engagements qui renvoient vers le site Nespresso Agile. Donc ça va parler du recyclage, ça va parler du fait que Nespresso est une entreprise Bicorp, de notre partenariat avec Café Joyeux, du fait qu'on reconditionne les machines, qu'on propose le SAV, etc. Mais en tout cas, ce que je voudrais mettre en lumière là-dessus, c'est que finalement, cette omnicanalité dans notre merchandising, c'est un outil au service de nos collaborateurs. C'est pas une fin en soi. Parce que je sais pas ce que tu en penses, mais un merch, un parcours client, en fait, sans l'humain qui l'utilise, en fait, ça sert à rien. Et finalement, il faut que ça soit vraiment confortable pour nos équipes. Et j'aime vraiment cette métaphore du miroir, cette symétrie des attentions, où finalement, si on veut des clients engagés, valorisés, qui soient fiers de faire partie de la communauté de la marque, il faut d'abord commencer par nos clients internes qui sont nos collaborateurs. Dans mon expérience, j'ai vu plein de choses, des tests ou des éléments, mais quand c'est pas porté par les équipes en termes de sens et puis surtout utile d'un point de vue quotidien et business, ça marche pas. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, si les équipes sont pas engagées, ça fonctionne pas. Et ce que tu disais, c'était l'exemple en tout cas des QR codes. Parfois sur des projets, on a eu tendance à rentrer trop par le résultat en disant on veut à tout prix un QR code et finalement juste remonter, prendre de la hauteur, se reposer correctement les objectifs et pourquoi on fait ça. En fait, c'était pas du tout la bonne orientation, donc on partait tête baissée pour du QR code alors qu'il nous fallait autre chose, ou du moins faire évoluer peut-être le parcours client ou la façon dont on voulait s'exprimer dans le magasin. Et moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est savoir comment ça se passe, parce que Nespresso, c'est une marque qui est quand même internationale, qui a une image extrêmement forte. Est-ce que du coup, en fonction des localités, des villes, du coup, tu viens un peu détourner, enfin pas détourner, mais adapter ça, ou finalement il y a un cadre qui est posé et tu dois respecter l'identité? On a évidemment un concept international avec des guidelines qui sont assez précises, avec des zones, avec des services. Donc on joue dans un cadre qui est très qui est bien défini et assez clair pour nous. Pour autant, ce qui est assez intéressant, c'est que notamment donc avec l'équipe retail marketing,
on a cette collaboration vraiment très étroite avec le siège international et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fonction des spécificités qu'on peut avoir avec nos clients, en fait, on va pouvoir aller proposer parfois certaines optimisations ou certains changements ou mise en valeur pour que ça puisse vraiment correspondre à ce qu'attendent nos clients. Et c'est d'ailleurs à partir de cette base-là qu'on a travaillé de nouveaux concepts, mais on pourra en parler un petit peu après. En tout cas, en termes d'adaptation locale, ce qu'on aime bien aussi dans nos boutiques, et ça, je serais curieux d'avoir des retours, parce que nous, on le voit tellement, on le travaille, on a le nez dedans, mais j'aimerais bien savoir si c'est vraiment visible. C'est que dans la plupart des boutiques qu'on rénove aujourd'hui et depuis quelques années maintenant, on a à cœur de vraiment ancrer la boutique dans sa localité et on a des local touch qu'on met dans nos boutiques. Et tu vois, par exemple, si je prends la boutique de Nice Masséna qu'on a rénovée en fin d'année dernière, qui est sur la place Masséna, donc, le sol de l'espace de dégustation, c'est le sol de la place Masséna. On a dupliqué ce sol noir et blanc qui est assez particulier. Ou alors on met des artistes à l'œuvre. Et à Grenoble, on a un artiste qui a travaillé une fresque en papier recyclé qui reprend vraiment une grande partie de la boutique et sur laquelle en fait on a le téléphérique, donc les bulles de Grenoble qui sont emblématiques là-bas. Et c'est le clin d'œil à chaque fois de chaque boutique à son environnement, ou alors la boutique rue de Rennes à Saint-Germain-des-Prés. En fait, quand tu rentres dans la boutique, tu vas avoir ce tapis en mosaïque avec écrit Nespresso rue de Rennes, comme dans les bistrots, parisiens. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est top. Et chaque pays a sa local touch, et il y a beaucoup de boutiques dans le monde qui vont avoir des mises en avant de la culture ou d'une spécificité. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à voyager et à me dire ce que Ouais, t'en c'est ça. penses. Surtout Aurélien, j'ai envie de savoir, c'est quoi ta local touch favorite? C'est quoi ton coup de cœur? Sans bien sûr te mettre en porte-à-faux avec le reste des boutiques, mais bon, allez, si tu veux, tu peux me dire un top 3, tu vois. Un top 3. Écoute, j'avoue que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans la mise en place et la création de la boutique de Nice, parce que c'est le nouveau concept, parce que voilà, on a aussi une identité très forte sur Nice, sur cette place Masséna, et je trouve que le sol est magnifique et va très très bien dans cette boutique qui fait extrêmement chaleureuse, qui est très douce, qui voilà est très très belle. Donc j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour Nice Masséna, mais chut, faut pas le dire. En tout cas, il y a quelque chose aussi dans ton discours que j'ai détecté comme important, c'est toute la démarche RSE, toute la notion d'éco-responsabilité de Nespresso. Mmh. Aujourd'hui, comment tu arrives à l'intégrer dans cette stratégie merch et dans le parcours client? Est-ce que voilà, ça est entre guillemets quelque chose qui fait partie des dogmes et qui a des mètres carrés ou une surface définie, ou c'est quelque chose finalement que tu viens distiller, infuser un peu dans chaque pas stratégie, mais chaque prise de prise de parole ou action? Mmh. Écoute, la RSE a une zone définie dans la boutique. Et évidemment, les premiers acteurs, ce sont nos collaborateurs en boutique qui vont en parler, évidemment. Mais pour autant, on a une zone qui est dédiée en boutique et qui a même encore été plus développée dans le nouveau concept, où en fait, on va prendre la parole sur des sujets comme le recyclage. Et donc, tu vas avoir un espace où tu peux déposer tes capsules dans un bac de recyclage avec une vidéo qui va t'expliquer un petit peu sur le dessus où est-ce que ça va, comment c'est recyclé, à quoi ça sert. Ça va donner de l'information. On va aussi mettre en avant des produits issus du recyclage, comme les stylos Carandache. Il y a une collection faite à partir de capsules recyclées, par exemple. Ah ouais, ok, je savais pas. Absolument. Et puis, on a même des baskets qui sont faites par une marque française près de Bordeaux qui utilise le marc de café pour les semelles, par exemple. Bref, même si on ne les vend pas, en tout cas, on peut montrer qu'on fait des choses directement et concrètement. Mais on va aussi parler, parce que là, on parle beaucoup de recyclage, mais on va aussi parler beaucoup de nos engagements sociétaux. Donc, je parlais tout à l'heure du partenariat avec Café Joyeux.
qui est cette entreprise qui propose aux personnes qui ont des déficiences cognitives de pouvoir travailler dans des cafés. Donc c'est hyper intéressant. On a même une capsule avec voilà, qui est en lien avec ça. On va parler de la circularité avec le reconditionnement des machines, le SAV, puisque cette zone où on va pouvoir recycler les capsules, c'est aussi une zone où on va pouvoir porter sa machine pour la réparer si jamais elle tombait en panne. Donc ça, c'est assez important. Évidemment, d'un point de vue durabilité, on essaye d'avoir un maximum de merch réutilisable et personnalisable pour que dans chaque finalement prise de parole et dans chaque campagne marketing, on ait des éléments, des PLV qu'on puisse réutiliser. Et puis, encore une fois, pour que nos équipes soient à l'aise de parler de cette démarche-là, parce qu'il y a énormément de choses à dire, on leur donne des outils, on leur donne des supports. Donc, dans certaines boutiques, au-dessus des bacs de recyclage, tu vas avoir des supports digitaux qui montrent le nombre de kilos qu'on récolte. Tu vas avoir donc ces fameuses vidéos explicatives dont je te parlais tout à l'heure avec les centres de recyclage. On va avoir aussi des panneaux, des ILV sur la certification Bicorp. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Etc. Ouais, il y a quand même beaucoup. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de messages, mais ce que je trouve intéressant, c'est le côté concret avec les collections que vous remettez en avant. Enfin, ça vient matérialiser la démarche RSE. Je trouve ça hyper intéressant. Absolument. Et c'est marquant, et pour les équipes et pour les clients, puisque du coup, c'est pas une parole en l'air, en fait. Il y a quelque chose Oui, de exactement. dans les mains. Qu'est-ce que, tu vois, là, j'aimerais qu'on aborde peut-être un peu les grandes tendances, enfin, le retail de façon un peu plus large. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes? Tu vois, est-ce qu'il y a des signaux faibles, enfin, des choses que tu sens, ou c'est des orientations qui sont un peu latentes depuis quelque temps, mais qui là deviennent un peu, ça y est, c'est acté, il faut faire ça. Comment t'analyses un peu le retail en ce moment? Écoute, j'ai encore fait un retail tour, j'ai encore fait 2 retail tours sur le mois d'avril pour aller m'inspirer. Parce que j'ai noté 3 choses. La première, c'est que j'observe vraiment les marques qui essayent de se positionner sur la personnalisation versus la communauté. En fait, Ok. je m'explique. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a d'un côté le client qui cherche à être unique. Il n'y a que moi. Quand je rentre en boutique, je veux qu'on me connaisse et qu'on me reconnaisse. Et en même temps, il y a cette dichotomie où le client veut faire partie d'une communauté, d'un club. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir comment les marques arrivent à conjuguer les deux. Et je dois dire que j'aime bien comment Kabaya traite le sujet, parce qu'aujourd'hui, on peut personnaliser son sac. Donc Kabaya, c'est une marque de sac avec des engagements très forts, de sacs à dos et de sacs de voyage. Et en fait, on peut les personnaliser avec toutes les pochettes. Voilà. On peut mettre tous les accessoires qu'on veut dedans. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté personnalisation qui est très fort. Et finalement, aujourd'hui, quand on croise les gens, on reconnaît le sac Kabaya. Ouais, c'est hyper identifiable. Enfin, voilà. Et du coup, on a cette sensation de communauté. On se dit, bon, voilà, ça, on a tous, on sait tous où on va acheter notre sac à dos. Je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, j'aime bien aussi comment, de façon un peu plus mass market, des marques comme Adidas ou Nike vont aujourd'hui, et notamment sur les Champs-Élysées, la nouvelle Arena Adidas ou le Nike House of Innovation, vont te proposer des services de personnalisation où tu vas vraiment pouvoir customiser ton maillot de foot, de running ou autre. Et finalement, il est qu'à toi, parce qu'il y a ton nom dessus. Et en même temps, tu as acheté un maillot où en fait tu sais que ton sportif préféré, il a le même, parce qu'en fait c'est l'équipementier. Et du coup, tu fais partie un peu de cette team de supporters, parce que tu supportes soit l'équipe ou soit le sportif en particulier, mais avec ton maillot qui est à ton nom. Et du coup, je trouve que la conjugaison de la personnalisation et de la communauté se fait relativement bien dans ces marques-là. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'identifie en ce moment dans le retail. La deuxième chose qui est assez forte et que je trouve est en train d'exploser, alors tu me diras si tu ressens la même chose, c'est le retail et la food. Il y a une histoire d'amour qui est en train de se mettre en place entre le retail et la food. Et
j'ai l'impression que tous les retailers cherchent un peu une nouvelle expérience plus complète. Et il y a de plus en plus de marques qui ouvrent des cafés, des restaurants, pour favoriser un peu une relation client un peu différente. Et en fait, dans le Marais, dans la rue des Archives, j'ai vu à 2 endroits différents de la rue, euh, un coiffeur qui propose du café, mousse, Hanoï Flower, qui est un fleuriste qui propose maintenant des cafés. Et donc, tu peux faire ta masterclass de composition bouquet et en même temps, tu peux prendre ton latte et manger ton cookie à côté, dans le même espace. Je trouve ça Ouais. assez dingue. Et puis, de façon plus installée, des marques comme Lancaster, qui ont ouvert un café, pas loin de Rivoli. Lacoste, qui fait le buzz en ce moment et qui ouvre un café en marge du tournoi Master 1000 à Monaco. Et puis Prada qui a ouvert son café à Milan, Arquette dans le Marais avec le café végétarien. J'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui veut proposer quelque chose pour faire rester les clients un peu plus dans la boutique et faire Ouais. découvrir la marque de façon un peu différente. Bah écoute, moi je rebondis parce que j'ai deux choses à te partager pour compléter. Tu vois, alors je donne des cours de merchandising et on travaille sur, bah, du coup, imaginer un peu votre concept de magasin, etc. Et alors, ça fait 2, 3 fois que je le fais et systématiquement, les étudiants me proposent non pas des magasins, mais des magasins slash lieux de vie. Et donc, ils associent toujours une boisson ou de l'alimentaire avec le magasin. Tu vois, ça me fait sourire. Et de manière plus concrète, hein, je suis allé aux États-Unis sur la fin d'année. D'accord. Énormément de concept stores qui te font d'abord rentrer dans un univers type café et ensuite dans la boutique. Donc euh, tu rentres plus dans un magasin, tu rentres plutôt dans un lieu de vie autour d'une marque, autour du produit, et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. Ça m'a même permis, c'est bête, mais je pense alors j'ai plus le nom de la marque, il faudrait que je retrouve les photos, mais je suis pas du tout la cible de cette marque-là. Pour autant, je suis quand même rentré et maintenant je connais cette marque, donc efficace. Ouais, c'est hyper efficace, cette déclinaison lifestyle, comme tu dis, qui fonctionne bien. Et aujourd'hui, c'est ce que euh, les nouveaux clients, les nouvelles générations recherchent, clairement. Ouais. Et puis finalement, j'allais dire pour terminer, dans la veille et les inspirations retail, là je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je trouve que c'est encore important parce que tout le monde n'est pas dessus et chacun essaye de créer ou en tout cas d'inventer des nouvelles choses sur ces thématiques-là. Bah, on se l'est dit, hein, ce sont les engagements RSE et le storytelling qu'il y a autour. Et aujourd'hui, au-delà même de toute la partie recyclage et consommation responsable, je parlais des Galeries Lafayette avec Go for Good ou de Cabaya qui ouvre un nouveau concept dans la rue Vieille du Temple dans le Marais cette semaine, là, je crois samedi, où ils vont vraiment exposer le côté seconde vie, donc proposer des choses reconditionnées entre guillemets, ou en tout cas qui ont déjà vécu une première vie, et de réparation. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et des marques voilà, comme Cézanne ou certaines marques de chaussures aussi, où maintenant on te propose de réparer. Je trouve que c'est quand même hyper impactant pour le client, d'autant plus aujourd'hui avec cette volonté de se responsabiliser un peu et de consommer un peu autrement. Ouais, bah c'est exactement le constat que posait Marjorie Biawa sur un précédent épisode où elle expliquait à quel point le cycle de vie du produit, bah, du coup, est en train d'augmenter parce que on donne une seconde vie au produit, hein, d'où voilà. Et elle, ce qui, je trouvais ça extrêmement pertinent, c'est elle posait le constat qu'une marque qui réussit sur cette typologie de produit, c'est quand elle le traite, enfin qu'elle traite en tout cas un produit d'occasion, de seconde main, comme un produit neuf, et qu'elle ne vient pas cloisonner, voilà, qu'elle l'intègre en tout cas dans le produit classique. Donc voilà, c'était son constat, et plus je vois les boutiques, plus je trouve que celles qui vont là-dessus réussissent extrêmement bien. D'autant plus qu'elles vont chercher des clients qu'elles auraient probablement pas eu à la base. Peut-être parce qu'ils ont une appétence à cette sensibilité-là de consommation responsable, ou tout simplement, comme Galeries Lafayette, parce qu'ils vont proposer des produits qu'on n'aurait jamais pensé imaginer s'offrir. Et
Et du coup, une seconde main, forcément, ça peut être moins Ouais. cher et ça peut permettre de déclencher l'acte d'achat. Bon, du coup, si je résume, il y a personnalisation, mais attention aussi à la communauté, enfin, du moins Mmh. à engager, faire vivre son client. Il y a retail, enfin, le lifestyle, retail food, Oui. et le côté économie circulaire, seconde main, et donc Mmh. la démarche éco-responsable. Oui, Et donc, j'en profite pour te reposer une question. je t'écoute. Ouais, s'il y a, je sais pas, une marque ou un magasin qui t'a particulièrement intéressé d'un point de vue merch, ou alors peut-être parcours client, ou voire même retail design, hein, si on tire, si on pousse le trait, euh, tu nous dirais qui? À part Nespresso, bien évidemment. À part Nespresso. Hem, Très sincèrement, je crois que j'ai pas encore trouvé la marque et le coup de cœur, en Ok. vrai. Je me pose la question de me dire: «Est-ce que je suis trop exigeant ou est-ce que j'ai une grille de lecture critique?» vu que forcément c'est mon quotidien. Hem, je t'ai parlé de Galeries Lafayette, je t'ai parlé de Cabaya, je t'ai, parlé, de Lacoste. Enfin, beaucoup de choses intéressantes, mais le vrai coup de cœur, je l'attends encore. Ok. Bon, bah écoute, on fait un appel un appel via ce podcast. Invitez-moi et je viens voir, promis. Ok, ça marche. On appuiera ça dans la communication de l'épisode. Et si je reviens sur ta carrière chez Nespresso, et je sais de quoi tu vas me parler, mais je te pose quand même la question. S'il y a un projet que tu as envie un peu de, de repartager, ou qui t'a particulièrement marqué dans son approche, tu nous dirais quoi? Écoute, comme j'ai pu, le partager précédemment, on a ouvert un nouveau concept, fin 2024, sur les boutiques de Paris 2 près de Versailles et à Nice. Hem Et je crois que ce projet-là, je l'ai vécu, de façon incroyable. C'est 1 an et demi, de travail. C'est une question simple à la base. Hem, OK, on va rénover des boutiques, mais par contre, je veux être sûr que et c'est notre directeur général qui nous dit ça, je veux être sûr que, si on rénove une boutique, elle corresponde à ce qu'attendent nos clients. Et à partir de là, on s'est dit: «OK, bah, est-ce que le concept qu'on a, convient à nos clients français?» Aux consommateurs français, parce que le but aussi potentiellement, c'est de faire rentrer des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne sont pas clients. Et on a fait une grande étude client, on a posé plein de questions. J'ai eu la chance de participer à cette étude, avec, la connaissance client, dans le département marketing. Hem, C'était, hyper formateur d'aller vraiment chercher, heu, les motivations, les levées de motivation qu'un consommateur peut avoir pour rentrer en boutique. Et spoiler alerte, ben, la motivation d'un consommateur pour entrer dans une boutique, c'est le plaisir. Sinon, s'il veut, pas juste passer commande, il va sur internet. Voilà. Bah, en tout cas, je résume ça en un seul mot, mais il y a 1000 choses à dire, et effectivement, une fois qu'on a eu ce retour, d'études clients, on s'est mis en ordre de marche avec, les équipes internationales pour, voir comment on pouvait faire évoluer le concept. On a travaillé, d'arrache-pied, on a fait des retail tours dans Paris pour s'inspirer, on a, fait des workshops, on a, travaillé, le concept, mais pas que. Et c'est là où ça devient vraiment hyper intéressant, c'est de se dire une fois qu'on a un nouveau concept, ben, comment ça impacte nos collaborateurs? Est-ce que, ils ont les bonnes formations? Est-ce qu'ils ont les bonnes compétences? Donc est-ce qu'on va aller chercher du développement de compétences avec, la RH et la formation? Est-ce que tout le merch qu'on avait dans notre précédent concept, ben, fonctionne dans le nouveau concept? Et dans les activations marketing et les animations marketing, est-ce qu'on ne doit pas aller travailler d'autres choses qui sont plus adaptées? Donc on a fait tous ces workshops-là pendant 1 an, et puis on a appliqué ça aux boutiques de Nice et Paris 2. Et fin novembre, on a ouvert, les 2 boutiques, et c'est une grande fierté. J'ai travaillé avec des équipes, assez incroyables. Hem,
beaucoup d'échanges, on a tissé des liens assez forts, on échange encore aujourd'hui évidemment, puisque là, forcément, on est dans la fameuse phase d'hypercare pour voir ce qui fonctionne, ce qu'on peut optimiser. Et, et voilà. Donc, je crois que c'est aujourd'hui le projet qui m'a le plus marqué. Mais j'ai déjà faim de commencer un nouveau projet et d'aller apprendre autre chose. Non, mais je comprends. En tout cas, ça fait du bien d'entendre que une déclinaison, une refonte de concept, c'est pas qu'un prisme code coloriel ou parcours client, voire mobilier, mais qu'il y a d'autres choses qui doivent être embarquées. Et tu l'as très très bien dit, notamment une dimension humaine. Et ça rejoint un peu ce que tu disais au début. Si t'engages pas les équipes, ça peut pas marcher. Et c'est exactement la même chose, je pense, pour un nouveau concept. S'il n'y a pas les bonhommes qui sont au cœur de l'action, la mayonnaise peut pas prendre. C'est fondamental, on est d'accord. Du coup, si tu devais, alors là, je te pose la question, mais c'est plutôt pour une cible, parce qu'il y a pas mal d'étudiants MERCH, architecture d'intérieur qui écoutent le podcast. Voilà. Si tu devais partager un ou deux conseils pour réussir sa carrière dans le merch ou le retail design, tu dirais quoi? Être sur le terrain. Pour moi, c'est fondamental. Écouter les clients, les questionner, s'intéresser à eux, évidemment. Aujourd'hui, il faut vraiment créer une connexion sincère et faire preuve d'humilité face à des gens à qui on demande de dépenser leur argent chez nous. Donc, aujourd'hui, si on veut proposer un produit ou un service, il faut être capable d'aller sur le terrain et de rentrer en connexion avec les gens avec qui on veut rentrer en connexion, en interconnexion. Cette phrase ne peut faire que écho dans mon petit cœur de merchandiser Aurélien, sache-le. Ah bah écoute, c'est partagé. Allez, avant d'arriver sur la partie conclusion, je crois que tu vas me redire grosso modo la même chose, mais ta vision en tout cas du merch en une phrase, voilà, si tu veux, je sais pas, résumer ou du moins en faire un mantra, comment tu dirais du coup? Écoute, j'ai réfléchi et je crois que le retail de demain, c'est la croisée de l'hospitalité, du service, du digital. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de vendre, mais d'enchanter le client, de l'informer, de créer la connexion, de les relier. Aujourd'hui, si je devais dire en une phrase, c'est passons d'un lieu de transaction à un lieu de narration et d'émotionnel. Écoute, très honnêtement, j'avais prévu une conclusion, de faire le mot de la fin, etc. Mais je pense que tout est dit dans ce mantra. C'est incroyable ce que tu viens de me dire là. Ah bah écoute, en tout cas, c'est ma conviction profonde. Non, mais je ne peux que partager. On arrive à la fin de cet épisode, donc tu vois, moi, si je voulais faire la conclusion, moi, je retiens 3 choses de notre interview, enfin de nos échanges. Le premier, tu l'as assez martelé, c'est à quel point il faut engager et inclure les équipes. Voilà, tu l'as dit, hein, passer du temps. C'est même plus que ça. Enfin, tu as parlé de tu as parlé de connexion sincère avec les équipes et les clients, et c'est exactement ça. Donc ça je le retiens très très fortement. Ce que je trouve aussi intéressant dans les échanges qu'on a eus, c'est à quel point les stratégies qu'on peut avoir en amont, on parle de RSE, digital, etc., finalement, elles ruissellent partout. Elles ruissellent à la fois dans le merch, le mobilier, le produit, le parcours client, et donc finalement, il faut pas avoir une réflexion en mode cluster, il faut vraiment être 360 sur ces réflexions et quand on pose les stratégies. Et puis tu l'as dit aussi tout à l'heure, et ça c'est la troisième chose que je retiens, ce qui fait déplacer aussi les équipes, ce qui fait déplacer en tout cas le client, c'est le plaisir. Et c'est comment on passe, tu l'as très bien dit, d'un lieu de vente à un lieu de narration, donc comment on passe de produit sur de la gondole à un lieu de vie, à un lieu expérientiel. Donc voilà, moi ce que je retiens en tout cas de nos échanges.
Bah écoute, ça me va parfaitement. Merci beaucoup en tout cas. Aurélien, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir, j'ai vraiment adoré nos échanges. Puis bah, je te dis à très bientôt dans une boutique Nespresso, qu'on puisse faire un petit tour ensemble, quoi. Avec plaisir pour partager un café et merci de m'avoir invité et de m'avoir proposé cet échange. Merci infiniment. Merci Aurélien, à très bientôt. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.